bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La crise du Covid remet les frontières au goût du jour. Pour le moment, les Français et les Allemands qui vivent dans un rayon de 30 km de part et d'autre de la frontière peuvent circuler librement à condition de rester moins de 24 heures dans le pays voisin. Mais le taux d'incidence est en hausse du côté français. Alors cela pourrait-il avoir des répercussions pour les citoyens frontaliers? On en parlera dans cette émission avec le président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Gilles Berchu fera aussi le point sur les gros dossiers qui se profilent sur notre territoire transfrontalier. Mais on regarde d'abord le résumé de l'actu du jour dans le Flash Info. Les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué une montée du niveau de l'eau et la Sarre a quitté son lit dans divers endroits de notre secteur, comme entre Sarralbe et Salzbronn. Le niveau est monté à 3,30 m. La vigilance jaune crue est toujours en vigueur pour la Sarre amont et moyenne. Un projet de bus rapide pour la ligne Sarreguemines-Niederbronn est porté actuellement. Paul Schaeffer, coordinateur du collectif Une ligne de vie pour le pays de Bitche, défend la mobilité des populations et l'accessibilité du territoire pour relier les bassins de vie et ainsi développer le territoire. Il propose un moyen de transport qui serait rapide et propre. Le lycée Tessier de Bitche organise une semaine de l'orientation au sein de son établissement pour aider les élèves de terminale dans leur choix d'études supérieures. Les élèves peuvent assister à des conférences avec des intervenants extérieurs, poser des questions et obtenir des informations sur les formations qui les intéressent. À partir de la rentrée 2021, le DUT actuel diplôme universitaire de technologie sera remplacé par le BUT, Bachelor universitaire de technologie. La formation se fera en 3 ans au lieu de 2 auparavant et le grade de licence sera intégré dans ce nouveau diplôme. Les 24 spécialités proposées dans les IUT en France sont maintenues. La boutique La Vie en Rose à Sarreguemines se porte plutôt bien. Les gérants ont vu leur vente d'objets érotiques augmenter en 2020. Les clients locaux sont restés fidèles, mais les fermetures imposées ont eu un fort impact sur la boutique. La vente en ligne s'est développée et le chiffre d'affaires a connu une augmentation de 20% en fin d'année. Cet été se tiendront les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L'événement a été repoussé suite à la crise sanitaire. Et en 2024, c'est Paris qui sera la ville hôte des JO. Pour promouvoir et développer la pratique sportive en milieu scolaire et périscolaire, le ministère de l'Éducation nationale a créé la Semaine olympique et paralympique. Elle a démarré lundi, elle s'achève demain et elle sera reconduite chaque année jusqu'en 2024. Les établissements sont libres d'y participer. À Sarreguemines, le lycée Jean de Pange a pris part à l'opération. Marie-Morgane et David se sont rendus sur place. Bonjour David, comment ça se passe ? Salut Julia, oui, c'est l'un des rares établissements de l'arrondissement à y participer. On l'a vu sur Mosaïque Cristal, les élèves ont apporté la flamme olympique au lycée lundi matin. Cette année, la thématique est la santé. Le lycée a pour ambassadeur Michel Munch, un athlète handisport qu'on connaît bien. Il a d'ailleurs donné une conférence aux élèves sur le sport et le handicap. L'objectif, c'est de sensibiliser la jeunesse au handisport. Les disciplines sont encore trop peu médiatisées. Cette semaine olympique et paralympique n'est pas la seule opération organisée en milieu scolaire. Il y a également la journée olympique au mois de juin et la journée nationale du sport scolaire en septembre. L'idée, c'est de transmettre aux élèves des valeurs citoyennes grâce au sport, qui est un langage universel. Merci David et puis merci à Marie-Morgane aussi pour les images. Alors on regarde tout de suite le reportage qu'ils ont réalisé ce matin. Bien-être, oxygénation, développement des capacités physiques. Le lycée Jean de Pange a mis ses élèves à contribution. De la seconde à la terminale, toutes les classes participent à la semaine olympique et paralympique. Plusieurs ateliers se sont tenus au courant de la semaine dans le respect des règles sanitaires. Ce matin, des élèves de seconde ont réalisé un parcours handisport. Regardez. Tout est à la sensation des pieds là. Un parcours handisport. Pendant 2 heures, les élèves de seconde 5 du lycée Jean de Pange se sont mis dans la peau d'un athlète en situation de handicap. Se déplacer en fauteuil, passer des obstacles les yeux fermés, guider ses camarades, difficile de faire du sport dans ces conditions. J'ai failli tomber parce que c'est assez compliqué. C'est comme tenir sur une poutre, je dirais. Sur le parcours avec le fauteuil roulant, je trouvais ça un peu compliqué de savoir gérer la droite et la gauche, d'arriver à faire le mouvement.
Ce parcours handisport s'inscrit dans la semaine olympique et paralympique mise en place par le ministère de l'Éducation nationale. Les ateliers ne remplacent pas les cours traditionnels, ils ont lieu durant les séances d'EPS et d'UNSS. Les activités en intérieur étant suspendues, tout se passe dehors. Isabelle Clément est professeure d'EPS, c'est elle qui encadre l'atelier de ce matin. Isabelle, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à vos élèves ? Écoutez, on est dans la semaine olympique et pour nous surtout la semaine paralympique. Donc l'important c'est de sensibiliser nos élèves au handicap. Pourquoi les sensibiliser justement au handisport, au handicap ? Un petit peu pour lutter contre les dispenses, pour expliquer aux élèves que se plaindre d'un petit mot de tête, c'est peut-être rien par rapport à ce que vivent d'autres personnes et pour leur montrer que tout le monde peut faire une activité physique. Courage, détermination, égalité et inspiration, voici les valeurs du paralympisme. Le sport est un langage universel qui permet de transmettre des valeurs morales et éducatives. Hier, j'ai eu une conférence avec Michel Munch qui nous expliquait son parcours depuis qu'il a perdu la vue et tout, et c'était super intéressant. C'est bien, c'est pour nous sensibiliser un peu à ce que les personnes handicapées elles vivent. Ça doit être vraiment compliqué d'être handicapé et que je trouve ça très bien qu'ils fassent du sport et qu'ils y arrivent. Ils ont vraiment du courage, en plus Michel Munch à faire du sport et tout, vraiment bravo à lui. Je serais pas capable de faire tout ce qu'ils ont fait et tout, c'est très compliqué. Avec le sport, on développe ses capacités physiques, mais ça apporte aussi du bien-être. Là, maintenant, c'est Johan qui va me guider sur le parcours. Je ferme les yeux, c'est parti. Alors, avancez, des petits pas, avancez, encore un petit peu, stop. Faites un grand pas. Voilà, avancez, encore, et stop. Je peux dire que c'est loin d'être évident. Effectivement, on doit faire totalement confiance à son guide parce qu'on ne voit rien, on sent très peu de choses à part les petits obstacles qu'il y a au sol. Durant cette semaine olympique et paralympique, les élèves participent également à un challenge, faire le plus grand nombre de kilomètres en marchant. Et à l'heure où je vous parle, ils en ont fait 4000. À vous les studios. Et l'organisation de cette semaine olympique était une priorité pour le lycée Jean de Pange. Le proviseur s'en est expliqué au micro de David Orès. Bonjour Monsieur Freiermuth. Bonjour Monsieur. Vous n'étiez pas obligé d'organiser la semaine olympique et paralympique, ce n'était pas imposé par le ministère. Pourquoi avoir choisi de le faire ici au lycée Jean de Pange ? Parce que nous sommes dans une période difficile avec ce fameux Covid et je pense qu'il ne faut pas tout annuler. Ce n'est pas parce qu'on a cette difficulté-là qu'on n'a pas les jeunes à prendre en charge. Et puis bon, on respecte les gestes barrières, on a mis beaucoup de choses en place. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est quelque chose d'unique cette semaine olympique et paralympique. Donc j'ai souhaité la maintenir en place. Et puis on a accueilli la flamme lundi. Donc ça a été une petite cérémonie, ça a été sympathique. Et puis bon, pour les jeunes, c'est autre chose. C'est une nouveauté, oui. Selon vous, est-ce que le sport est un vrai outil pédagogique ? Oui, sans doute, oui. C'est pas pour rien, je pense que les États-Unis gagnent beaucoup de compétitions parce que chez eux, le sport a une autre place que chez nous. Moi, ici à Jean de Pange, je l'ai toujours, avec les équipes, j'ai toujours promu le sport. Je pense que ça fait partie d'un équilibre, les jeunes. Et si vous regardez un peu autour de vous, vous verrez qu'ils sont bien dans leur élément, qu'ils prennent l'air, ça fait partie d'un équilibre et j'ai toujours fait en sorte de maintenir ça, c'est important pour un jeune et surtout dans le contexte actuel où ils sont enfermés pratiquement toute la journée. Ensuite, le changement de mœurs aussi avec les tablettes, avec les ordinateurs, etc., ça leur fait faire autre chose et puis d'ailleurs ils sont preneurs, on n'a pas de souci ici de jeunes qui viennent pas, on a très peu de dispenses. Vous parlez de la place du sport dans le milieu scolaire en France. Vous pensez le développer ici au lycée Jean de Pange ? On a déjà développé, on fait ce qu'on peut. On a des équipes enseignantes qui sont partantes, qui sont dynamiques. 4 professeurs, je veux dire, qui font leur travail et qui mettent beaucoup de cœur. On a des parents d'élèves qui nous encadrent également, qui nous aident, les fédérations, pour acheter du matériel et pour mettre en œuvre. On a pour information 500 jeunes qui ont pris une licence UNSS, donc là il n'y a pas d'obligation. Je vous remercie Monsieur Freiermuth. C'est moi. Merci David. Parlons de mobilité à présent. Et si des bus roulaient sur l'ancienne voie de chemin de fer entre Sarreguemines et Niederbronn-les-Bains ? C'est un projet remis sur les rails par le collectif Une ligne de vie pour le Pays de Bitche. L'idée est de faire circuler un bus à haut niveau de service. Paul Schaeffer, coordinateur du collectif, nous donne quelques détails sur le dossier. Alors Monsieur Schaeffer, vous portez actuellement un projet de bus rapide pour la ligne Sarreguemines-Niederbronn. Où en est ce projet ? Alors aujourd'hui, on est toujours sur la
mobilisation des élus locaux, des collectivités et des forces vives du territoire. On est en train d'organiser notre mouvement pour remettre sur la table la seule question qui compte, qui est celle de la mobilité des populations et de l'accessibilité du territoire. Et qu'est-ce que permet d'apporter ce projet? Quels sont les avantages de ce projet? Évidemment, on le sait depuis longtemps et c'est sur ces questions-là qu'on est mobilisé. C'est la mobilité, l'accessibilité du territoire. C'est une condition sine qua non à tout développement économique, social ou culturel. Donc relier les bassins de vie d'emplois et de services de Sarreguemines au bassin de vie d'emplois et de services de Haguenau, via Beach, ça nous paraît absolument essentiel pour toute idée de développement du territoire. Et pourquoi un bus rapide? Pourquoi pas une réutilisation du chemin de fer existant? Le chemin de fer, ça a été créé pour transporter les gens de manière massive ou alors des charges lourdes, c'est-à-dire à l'époque le charbon, le bois, etc. Ou alors les gens, lorsque l'industrie massive emmenait des centaines de gens aux mêmes heures, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, il faut quelque chose d'adapté, de rapide, de hautement cadencé, c'est-à-dire avec des départs et des arrivées nombreuses dans la journée et non pas un grand train le matin et un grand train le soir. Ce n'est plus adapté à la vie d'aujourd'hui. En plus, les contraintes écologiques et les contraintes financières, donc le bus rapide qui fonctionnerait à l'hydrogène est d'un point de vue environnemental exemplaire. Et le coût de rénovation de la voie ferrée, si on voulait faire tourner un train, serait exorbitant. Alors que sur une ligne de bus dédiée à un bus de haut niveau de service, les coûts sont raisonnables. Et notez que la prochaine réunion de travail pour le collectif Une ligne de vie pour le Pays de Beach se déroulera ce samedi à 10h à l'hôtel de ville de Beach. Mobilité en suspens du côté de Sarralbe. Le pont du canal vers Rech ne rouvrira pas tout de suite. La circulation est coupée depuis l'été dernier pour une rénovation complète du pont. Sa réouverture, initialement prévue fin 2020, puis début février, ne sera finalement effective que fin mars en raison des nombreuses intempéries. Ils ne subissent ni les affres de la météo ni la crise sanitaire. Les objets érotiques se vendent bien. Exemple, au sex shop de Sarreguemines, La Vie en Rose, les gérants ont profité des 2 confinements pour améliorer leur e-commerce. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ils peuvent garder le sourire. Ces petits canards font partie des jouets pour adultes qui ont continué à être achetés durant la crise. Gisèle et Frédéric gèrent La Vie en Rose à Sarreguemines et leur activité sur le web en 2020 s'est développée. Mais il fallait être patient. Durant le premier confinement, les ventes en ligne étaient d'abord timides. Jusqu'à là, le deuxième confinement qui lui a été vraiment un rebond pour nos ventes internet. Et après, à la réouverture, on a dû faire nos commandes de stock pour pouvoir assumer le mois de décembre justement, qui était normalement un gros mois pour nous. Pour la fin d'année 2020, les acheteurs se sont fait plaisir. Les ventes ont représenté une augmentation de plus de 20%. Il a donc fallu s'adapter à la forte demande. Les commandes proviennent de toute la France et même en dehors des frontières. Les clients locaux, eux, sont restés fidèles. Mais les fermetures imposées ont eu un fort impact. Les aides de l'État ont été déterminantes. On a eu les aides au loyer pour le premier confinement. Et pour le deuxième confinement, on a eu les aides par rapport au chiffre d'affaires qu'on avait bien évidemment perdu. Ce qui fait un total de plus de 13 000 €, sans quoi la boutique n'aurait pas résisté. Frédéric et Gisèle peuvent envisager de belles perspectives pour 2021 avec des projets à la clé. Mes projets pour la suite, donc, c'est un déménagement dans un local un peu plus moderne et avec une ambiance cocooning. Des rayons un peu plus sectorisés. Et développer encore davantage les ventes sur Internet. Pour la nouvelle génération, la tendance sont les objets connectés. Les jeux et jouets érotiques continuent de séduire. Dans un instant, on s'intéresse à l'orientation. Les terminales sont en pleine période de vœux post-bac. Mais je donnerai d'abord la parole à notre invité du jour, le président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle, Gilles Berchu. Et ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui pas besoin de trouver d'excuses pour ne pas sortir et au contraire ça fait un bien fou de profiter du soleil. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi? Bon, je vais pas rentrer dans les termes scientifiques mais en gros, le soleil régule notre hormone du sommeil et nous redonne donc la pêche en journée et nous aide à mieux dormir la nuit. Il nous aide également à mieux synthétiser la vitamine D. En fait c'est un peu comme un grand verre de jus d'orange. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. Les nuages et les averses sont de retour pour demain. Les pluies d'abord faibles en matinée vont se généraliser en journée. Les températures restent stationnaires avec 3 à 4 degrés au minimum et 9 à 11 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Agathes et il fera jour de 7h56 à 17h35. Allez hop, on enfile un manteau et on sort tous profiter du soleil avant qu'il retourne se cacher. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Vivement qu'on ne voit plus ce logo. Cette appli, personne n'a envie de la subir. Pas drôle, pas spectaculaire. Elle est pénible. Aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Plus vous êtes nombreux à l'utiliser, plus elle est efficace contre le virus et plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid. C'est aussi le meilleur moyen de générer vos attestations de sortie. Ceci est un message du gouvernement. Et il est temps de donner la parole à notre invité du jour, le président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Gilles Berchu, bonjour. Bonjour. Alors ma première question, elle concerne tous les habitants de l'Eurodistrict, mais aussi bien au-delà, puisque évidemment, je veux qu'on parle de la frontière. Est-ce que vous êtes en mesure de nous garantir que les citoyens, et je dis bien les citoyens, pas seulement les travailleurs frontaliers, vont pouvoir continuer de franchir la frontière entre la France et l'Allemagne ? Eh bien justement, avant de venir au studio ici, je sortais d'une réunion, d'une visioconférence avec la préfète de région et puis avec nos collègues allemands de Rhénanie-Palatinat et de Sarre notamment. Et nous avons fait le point. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Grand Est n'est pas classé en zone à haut risque, donc pas encore en zone rouge. Donc pour l'instant, rien ne change. On peut toujours passer la frontière dans un rayon de 30 km et pendant 24 heures, non seulement pour aller travailler, mais aussi pour aller faire des petites courses, pour aller voir sa famille, pour aller se soigner, etc. Et aussi pour les transporteurs routiers. Mais vu l'évolution des chiffres, le Grand Est, et en particulier la Moselle, risque de changer de classement. Alors, si on changeait de classement, ça serait fait par le Robert Koch Institute, bien sûr. Ça ne devrait pas jouer non plus sur la circulation, la libre circulation des personnes, comme je viens de l'indiquer avant. Ça ne devrait rien changer pour les Mosellans qui vont en Sarre et vice-versa. Parce que dans ces conditions-là, le Saarland, mais aussi la Rhénanie-Palatinat, nous accordera un régime dérogatoire, un régime d'exception, où nous serons considérés comme étant des frontaliers proches, et ça ne devrait rien changer normalement pour les Mosellans et les Sarrois. Donc a priori des bonnes nouvelles. Alors vous êtes venu quand même spécifiquement pour parler de l'Eurodistrict. Les membres de l'Eurodistrict étaient réunis hier soir en visioconférence. Alors ces membres, ce sont du côté allemand le régional Verband de Saarbrück, la communauté urbaine de Saarbrück, et puis du côté français, les 5 intercommunalités de l'Est mosellan, dont sur notre territoire la communauté d'Aglo de Sarreguemines, la communauté de communes du Pays de Bitche. Le principal point à l'ordre du jour, c'était le rapport d'orientation budgétaire, mais concrètement, à combien s'élève le budget de l'Eurodistrict ? Un budget de l'Eurodistrict n'est pas très important, c'est un budget d'1,2 million qui correspond essentiellement aux frais de personnel, mais aussi aux frais de traduction, aux frais de représentation, aux frais de déplacement. L'essentiel du budget de l'Eurodistrict, c'est plutôt l'argent qu'il arrive à mobiliser. Ce sont des crédits européens, des crédits intérêts grandes régions notamment. Et puis aussi à travers les cofinancements tantôt du Land de Sarre, tantôt des intercommunalités, tantôt du département, tantôt du Grand Est. Alors parmi les thématiques principales, il y en a une qui a fait son apparition, c'est la santé, qui n'était pas du tout à l'ordre du jour à l'époque au niveau de l'Eurodistrict. Quels sont les progrès en matière de santé et d'accès aux soins transfrontaliers ?
Oui, alors depuis quelques années déjà, on bénéficie de différentes conventions, notamment la convention Mozart qui permet de se faire soigner au plus près de chez soi, ce qui veut dire par exemple pour un habitant de Forbach, il pourra aller se faire soigner en urgence pour des urgences vasculaires cérébrales ou vasculaires cardiaques à l'hôpital de Völklingen, au Herzzentrum, ou alors à l'hôpital du Winterberg. Ça, ce sont des acquis. Désormais, on souhaite élargir ces cas d'urgence à d'autres pathologies, et des pathologies plus classiques, notamment la médecine nucléaire, en intégrant l'hôpital Robert Pax, mais bien d'autres, comme le centre de réadaptation de Frémin-Merlebach. Mais le Covid nous a appris une chose, c'est qu'il faut qu'on se mette en ordre de marche et qu'on avance beaucoup plus vite dans le domaine de la coopération, non seulement en termes de santé quotidienne, mais aussi en termes de pandémie, en termes de crise. Donc il faut intégrer les sapeurs-pompiers, les secours et tout le monde dans ce réseau de coopération de santé transfrontalier. Et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre le projet GECO, qui veut dire que Gesundheitskooperation, qui est porté par l'Eurodistrict Saar-Moselle, mais avec la participation du Land de Saar, du Gesundheitsministerium du Land de Saar et par l'ARS de la Grande Région. Donc on élargit les partenaires. Il y a un autre gros volet au sein de l'Eurodistrict, c'est tout ce qui concerne le développement urbain et territorial, avec notamment les transports. Alors on a vu tout à l'heure un reportage, une interview concernant le bus à haut niveau de service entre Sarreguemines et Niederbronn. C'est un projet. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être soutenu par l'Eurodistrict ? Bien sûr, l'Eurodistrict a déjà une longueur d'avance en termes de mobilité. Le tram-train Saarbrück-Sarreguemines ou la ligne de bus MS1 qui va de Saarbrück jusqu'à Hambourg, ce sont déjà des acquis. Chacun de ces vecteurs de transport véhicule 80 000 voyageurs par an. Maintenant, on pourrait aller plus loin. On pourrait envisager effectivement une extension de tram vers Forbach, vers Frémin-Merlebach, voire un bus à haute qualité de service, comme on vient de le voir dans le reportage précédent. Pourquoi pas? Ce sont des thèmes qui sont vraiment d'actualité. Mais aussi, l'Eurodistrict soutient aussi la mobilité au sens plus large entre Saarbrück, la Moselle-Est et le Luxembourg aussi, avec le soutien à la réactivation de la ligne de chemin de fer Saarbrück-Luxembourg par la Moselle-Est. Au plan des transports, je pourrais dire aussi qu'il y a la mobilité douce. On a déjà un réseau de cyclables déjà assez important. Il faudrait brancher ce réseau cyclable qui est plutôt un réseau touristique, cyclotouristique, peut-être aux bandes cyclables urbaines pour en faire un vrai moyen de déplacement d'avenir. Alors, il y a une particularité au niveau de l'Eurodistrict, c'est que la vision de l'Eurodistrict, ça va jusqu'à 2027. Ça, c'est pour coller a priori au crédit européen. Quels sont les projets phares? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur sur cette période? Alors bien sûr, disons les grands axes d'action de l'Eurodistrict n'ont pas vraiment changé, à part la santé qui s'est invitée, toujours la mobilité, comme on vient de le dire à l'instant. Mais aussi le tourisme. Le tourisme reste un thème où la coopération a tout son sens entre les musées. On a quand même des musées de haut niveau, comme le musée de la mine, qui est le plus gros musée intégré minier de charbon de France à Petite-Rosselle. On a le Weltkoterbe de Völklingen, mais il y a beaucoup d'autres musées en Moselle-Est, et notamment ici à Sarreguemines aussi et dans le Pays de Bitche, qui méritent tous d'être mis en relation. Bon, le tourisme aussi, c'est l'animation du territoire, on pourra en parler aussi un peu. D'autres thèmes, c'est l'économie, bien sûr. L'économie, c'est l'emploi. Ça reste une préoccupation majeure de tous les élus de l'Eurodistrict. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà, on peut travailler plus sur la coopération. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'économie, justement, quand on est à l'Eurodistrict? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, on peut déjà communiquer sur l'image du territoire eurodistrical. Donc, montrer, déjà faire connaître, faire savoir qu'on est aussi un espace métropolitain avec des particularités. On est un espace bilingue, on est un espace qui est encore industriel, un espace qui a beaucoup également d'atouts au plan culturel et au plan des paysans, enfin au plan touristique. On peut aussi être plus audacieux et lancer l'idée de faire des espaces, des zones d'activité transfrontalières avec des régimes dérogatoires à titre expérimental. Je pense que ça serait une bonne idée. En tout cas, c'est attendu.
Il y a beaucoup de projets qu'on espère voir se concrétiser, qu'on sera ravis de venir filmer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en direct aujourd'hui. On va maintenant s'intéresser aux futurs étudiants. Alors, ils ne peuvent pas forcément profiter des traditionnelles portes ouvertes d'établissements cette année. Alors, comment faire du coup pour les informer sur les différentes offres de formation post-bac? Eh bien, le lycée Tessier à Bitche a trouvé une solution. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Baptiste Ancé. Période cruciale pour les futurs bacheliers. Il est temps pour eux de choisir vers quelles études supérieures ils souhaitent se tourner. Le lycée Tessier de Bitche a décidé d'organiser une semaine de l'orientation au sein de son établissement. Une première semaine était dédiée aux élèves de la section d'enseignement professionnel. La seconde se déroule actuellement pour les élèves en section générale et technologique. C'était vital parce que les élèves en fait, qui avaient l'habitude du virtuel donc, ont pu en fait, sélectionner 3 vœux parmi en fait, les 20 intervenants donc, en présentiel, et ça on insiste. Voilà. Et donc ils ont pu en fait, assister à des conférences donc, sur les CPGE, les classes préparatoires et aussi des BTS et BUT. Le contexte actuel sème le doute et l'incertitude, difficile alors pour certains élèves de se projeter. Il y en a beaucoup qui ont peur ou qui ne savent pas trop où aller l'année prochaine. C'est assez stressant du coup. Oui, on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment, on ne sait pas si on va rentrer en classe à la rentrée, on ne sait pas si on va être à la maison, à l'école. Ces rendez-vous leur permettent d'obtenir des informations et de poser des questions sur les différentes formations post-bac en fonction de leurs aspirations. Oui, ça aide beaucoup parce qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué en ce moment. Du coup, c'est bien d'avoir des intervenants qui viennent un peu. Mais il y a quand même des trucs pour découvrir de nouvelles choses. Comme ça, on peut voir un peu plus les panels d'études supérieures qu'ils nous proposent. Les élèves de terminale ont jusqu'au 11 mars pour s'inscrire et ajouter leurs vœux d'études supérieures sur la plateforme Parcoursup. Et l'une des formations présentées lors de cette semaine dédiée aux études supérieures était le BUT, le Bachelor universitaire de technologie. Un nouveau diplôme qui remplace l'actuel DUT. Quels seront les changements pour les futurs étudiants? Réponse en images. Une formation en 3 ans à la place de 2 ans. C'est le principal changement qu'apporte le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Jusqu'à présent, les IUT proposaient aux étudiants de suivre un DUT, puis de poursuivre avec une licence professionnelle avec une sélection s'ils le souhaitent. À la rentrée 2021, tout sera intégré dans un même diplôme jusqu'au grade de licence. Qui va offrir à ce diplôme une vraie reconnaissance au niveau international, ce qui n'était pas le cas avec le DUT, puisque là, clairement, le Bac+3, c'est le standard international et européen, entre autres. Les 24 spécialités proposées dans les IUT en France sont maintenues et le cursus s'articulera toujours autour de mise en situation professionnelle. Une part de cours théoriques, mais vraiment une grande part de pratique. Beaucoup de travaux dirigés, beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de projets, beaucoup d'immersion en entreprise aussi, puisqu'on va venir rallonger les périodes de stage. On offrira sur les 3 ans d'études environ 26 semaines de stage à nos étudiants. En ce qui concerne les actuels étudiants en DUT, ils pourront poursuivre leur formation normalement et intégrer une licence professionnelle à l'obtention de leur Bac+2. L'IUT de Moselle-Est organise des portes ouvertes virtuelles pour présenter les 2 BUT présents à Sarreguemines. Alors rendez-vous sur le site iut-moselle-est.univ-lorraine.fr. Et ça sera samedi 6 février et ça vous permettra d'avoir toutes les informations concernant ces formations. C'est déjà la fin de cette émission et ça me laisse l'occasion de vous dire de continuer à nous suivre aussi sur notre page Facebook. Vous pouvez aimer, partager, commenter tous les reportages réalisés tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi en profiter pour poser des questions, pour répondre aux questions. On les utilise régulièrement, que ce soit dans les reportages ou lors de ces interventions en plateau. Merci beaucoup à tous de nous rester fidèles. Vous pouvez nous suivre aussi sur le site internet www.mosaïque-cristal.tv. Très bonne journée à tous, à bientôt.